Plan stratégique. Pour atteindre son but dans les meilleurs délais et avec le plus d'efficacité, la grande renaissance menée par Ibn Badis, avec l'aide de ses compagnons, a besoin, après le soutien d'Allah Azza wa Jal, d'un plan structuré et clairement défini en fonction de la réalité algérienne. Celui-ci se présente sous la forme de 3 étapes majeures. Premièrement, enseigner. À travers les leçons et les conférences données dans les mosquées, les assemblées et les clubs, Ibn Badis enseigne aux jeunes et aux adultes la religion et l'éthique, mais aussi l'arabe et l'identité algérienne. Il mène aussi une campagne sans merci contre les innovations et les mythes maraboutiques, sans craindre de dire la vérité. Son approche durant cette étape se veut directe et simple, sans approfondir les questions de jurisprudence et aborder des thématiques trop académiques. Il se préoccupe d'éduquer les gens dans la vraie doctrine, celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, enseignés par les plus anciens. Il se focalise sur l'unicité et le rejet de l'adoration des saints, du suivi aveugle des maîtres soufis et l'importance d'accorder la prééminence à la sunna. Le résultat a été la formation d'un grand nombre d'étudiants qualifiés. Ibn Badis veille ensuite à les envoyer dans divers pays musulmans, en Égypte à l'Azhar ou en Tunisie à la Zaytouna par exemple. Nombre de ces étudiants reviendront après quelques années au pays et seront des savants actifs. Deuxièmement, atteindre le peuple. La deuxième partie du plan consiste, après l'éveil des consciences et la formation d'étudiants partout à travers le pays, à élargir la portée du message pour qu'il atteigne l'ensemble du peuple algérien. Or, le moyen le plus répandu et le plus influent à l'époque était la presse. C'est pourquoi Ibn Badis fonde le journal El-Muntaqid, puis El-Shihab et d'autres. Il prête sa plume à de nombreux journaux et magazines. Il fonde même sa propre imprimerie en 1925 qu'il nomme l'imprimerie algérienne musulmane. Elle est alors chargée d'imprimer ses journaux et ses magazines ainsi que les ouvrages et publications qu'il choisit. Il publie entre autres des ouvrages du patrimoine de l'orthodoxie sunnite de grande valeur et travaille sur d'anciens livres arabes. Il fonde en parallèle plusieurs associations de bienfaisance, d'art, de sport, de cercles d'étudiants et même une association de commerçants musulmans pour redresser l'économie et préserver la richesse de l'Algérie. Il appelle le peuple à se tourner vers le commerce. Il fonde également une association pour s'occuper des orphelins afin de les sauver du vagabondage et de la perdition. Dans les grandes villes algériennes, il fonde des clubs pour diffuser la culture et l'éducation religieuse et nationale auprès des jeunes. Il met en outre en place un organisme de scouts musulmans. Ibn Badis ne néglige aucune piste et s'intéresse à l'ensemble des volets de la vie sociale du peuple. Troisièmement, créer une association qui unifie les savants. Quand les 2 étapes précédentes ont connu le succès, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, la situation était alors propice à la création de la plus importante entité réformiste, l'association des ulama musulmans algériens. Arrivé à ce stade, Ibn Badis engage véritablement son mouvement de réforme dans la politique et il combat avec ingéniosité et intelligence. Grâce à cette association, il peut notamment rassembler la nation lors d'une conférence islamique et se rendre en France en 1936 pour réclamer les droits de la nation algérienne. Le rôle que jouera cette association en Algérie sera capital et va changer les règles du jeu. Nous le verrons un peu plus loin. Voilà les axes majeurs du plan stratégique d'Ibn Badis. Rappelons tout de même que les grandes lignes de ce plan ont été écrites avec Bachir el-Ibrahimi, à un moment où les savants n'étaient pas habitués à rédiger des rapports de terrain ou à élaborer des plans stratégiques. C'était plutôt ce que faisaient les missionnaires ou les colonisateurs. Par ailleurs, l'élaboration du plan de réforme a commencé dès 1913, alors qu'ils étaient encore à Médine. El-Ibrahimi déclare à ce propos « Je prends Allah comme témoin que ces nuits de l'an 1913 furent le début de la fondation de l'association des ulama musulmans qui ne fut créée qu'en 1931. » Malgré des moyens limités et un faible soutien avec cette stratégie, Ibn Badis a pu réaliser, avec l'aide d'Allah, puis une sincère intention et une grande résolution, au moins autant de choses que l'administration coloniale avec tout son équipement moderne. C'est dire l'aptitude et les compétences stratégiques des 2 hommes. Ils ont étudié le terrain, analysé la situation et envisagé toutes les possibilités, ce qui leur a permis d'élaborer un plan A et un plan B, sans improvisation ni impulsivité, mais avec calcul et mesures détaillées. Voilà pourquoi El-Ibrahimi dit, dans son autobiographie publiée en 1966, dans le magazine Majma' al-Lugha al-Arabiyya,
Le gouvernement français sous-estimait à l'époque le travail du savant musulman et croyait que nous n'entreprendrions guère de grands travaux. Les savants musulmans étaient plus perçus comme des derviches mystiques. Et El-Ibrahimi de conclure fièrement, nous avons déçu l'idée que se faisait la France de nous. Loué soit Allah.